Bon, eh bien, je crois que on est devant un débat passionnant qui va encore nous occuper pendant de nombreuses années, voire même quelques décennies. En effet, la problématique du changement climatique, c'est le sujet du 21e siècle. Et comment dirais-je, la décarbonation, c'est une des solutions incontournables de cette problématique. Or, on vient d'un monde où la mobilité a été vantée, elle a été, je dirais, institutionnalisée comme un droit de tous les citoyens, elle a été également, elle était devenue le marqueur de la modernité et de la réussite. Bouger, voyager, c'était d'une certaine façon montrer que l'on avait réussi. Quand on voit les jeunes hommes et les jeunes femmes d'aujourd'hui qui vont, grâce au low cost, passer un week-end à l'autre bout de l'Europe ou même parfois plus loin, c'est une façon à la fois de profiter du monde, mais aussi de dire qui on est. Alors tout d'un coup, on va nous demander de changer brutalement, de changer brutalement de mode de vie, de changer brutalement de comportement professionnel, économique. Tout ça va demander beaucoup d'efforts, beaucoup de compréhension. Et ce que je retirerai de ce débat, c'est d'abord que c'est une question politique majeure. Ce que vous avez dit les uns et les autres le montre bien. Une question politique entre l'État et le reste des acteurs politiques que sont les collectivités territoriales, entre l'État et les citoyens. Ce problème politique, c'est celui de la compréhension de ces changements à faire, de la définition des efforts que chacun doit faire. Je vous invite à lire, acheter d'abord, et lire un petit livre que notre ami Yves Cratinger vient de publier, qui s'appelle Ruralité, stop ou encore. Il l'a fait avec un géographe qui est son directeur des services, mais il est là pour essayer de nous faire prendre conscience de ce qu'est non pas un espace peu dense, mais un espace rural avec tout l'aspect civilisationnel et mode de vie de la ruralité. Et nous verrons, en lisant cela, combien c'est difficile. J'aurais juste une anecdote. Lorsque nous siégions à Laffitte, Yves nous avait invités à venir nous rendre compte d'un des problèmes majeurs d'infrastructures routières de son département. Et nous y étions allés avec le sous-directeur du budget. Je pense qu'il n'a pas oublié ce voyage, parce qu'il a été interpellé d'une façon respectueuse mais vigoureuse, notamment par un ancien sénateur, et qu'il lui a bien montré qu'il y avait ici une perception trop, j'allais dire, théorique de ce qu'était la ruralité vue de Paris, vue d'un grand ministère. Alors, problème politique aussi, lorsqu'il s'agit de donner aux collectivités la capacité à agir au plus près des territoires, c'est-à-dire avec une différenciation. La situation de la Provence-Côte d'Azur n'est pas la même que celle du Grand Est, que celle de certains territoires d'Auvergne-Rhône-Alpes ou même de ma Normandie. Et donc, il y a une nécessité de possibilité de différenciation pour adapter les solutions au territoire et au mode de vie ou de travail des populations. Et cela, je regrette que Jean-Marc ait dû partir, mais je crois qu'il faut que les parlementaires en soient conscients et qu'ils aient une capacité de conviction auprès du gouvernement et des grandes administrations pour le faire comprendre. Je crois que la loi 3D, qui a été un peu différée, doit aller dans ce sens. Mais d'autres pays l'ont mieux compris que nous. L'Italie, sur ce plan, est bien plus en avance que nous. Elle aura presque 30 ans d'avance sur nous dans ce domaine. Donc, un problème politique majeur, parce que nous avons des résistances au changement aujourd'hui, mais les citoyens sauront nous reprocher dans 20 ans, dans 30 ans, de n'avoir pas réussi cette mutation et d'avoir eu des slogans
qui n'étaient que des slogans et pas seulement des actes et des résultats. On parlait du transfert modal. Aurélien a évoqué le transfert modal tout à l'heure. J'ai le souvenir d'un dîner avec un directeur de Géodis. Il s'appelait Pierre Blaillot. Je l'avais connu à une autre époque quand il dirigeait Moulinex. Et je lui ai parlé du transfert modal. On en parlait déjà. C'était à l'époque d'un ministre des Transports qui avait une grande faconde. Et il me dit, nous, ce qu'on constate, c'est un transfert modal à rebours. C'est-à-dire on transfère du trafic du chemin de fer vers la route. Eh bien, cela, c'est quelque chose de facile. Et puis, dans les débats que nous avons, quand on parle de transfert modal, on ne parle qu'en binaire. Et là encore, ça a été dit tout à l'heure, alors qu'il faudrait peut-être différencier un peu plus. Et notamment, il y a parmi nous une des collaboratrices de Dominique Ries, le patron de VNF Île-de-France, qui vous dirait que pour la logistique urbaine, la voie d'eau est aussi quelque chose qui, aujourd'hui, est en train de bouger, est en train d'avancer. Dominique Ries me disait hier soir qu'il aura un résultat de trafic en 2020 compte tenu du Covid, qui sera équivalent à 2019, où il était déjà en croissance par rapport aux années précédentes. Donc, n'oublions non plus jamais la voie d'eau. Alors, moi, je retiens de ce débat que pour aboutir à cette neutralité carbone en 2050, vaste programme, eh bien, il y a bien sûr les solutions techniques et technologiques. Michel Savy, Aurélien Bigot en ont parlé. Ils les ont énumérés, mais on le sait. Et Yves, tout de suite, a fait remarquer qu'avec ces seules solutions techniques et technologiques, nous n'y arriverons pas. La deuxième chose, c'est bien évidemment qu'il y a des organisations organisationnelles qu'il va falloir mettre en place. Parce que si nous voulons, notamment, convaincre nos concitoyens de prendre des moyens plus vertueux de se déplacer, il va falloir organiser le transport de bout en bout. Il va falloir, pour avoir des camions moins chargés, avoir des systèmes qui permettent de mieux apprécier les charges de retour que l'on peut trouver. Et puis, il y en aurait bien d'autres. Troisième solution, les politiques d'accompagnement de nos concitoyens pour changer de véhicule. Mais là encore, ne nous leurrons pas. Tous les Français n'auront pas une voiture électrique dans les 10 ans. Quand on sait que la durée de vie d'un véhicule est de l'ordre de 15 ou 16 ans, quand on sait que les seuls Français à acheter des voitures neuves, enfin les seuls, l'âge moyen d'achat d'une voiture neuve en France, c'est de 52 ans. Et bien sûr, il y a des aides. Mais on voit que dans le budget 2021, l'État diminue déjà un peu les aides à l'achat d'une voiture électrique ou d'une voiture hybride, alors que l'Allemagne les maintient à un niveau plus élevé que le nôtre. Donc ça sera tout à fait difficile. Alors, évolution, bien sûr, par des politiques d'accompagnement, évolution des comportements. On parle beaucoup du télétravail. Et c'est vrai que ce télétravail nous a montré, et les visioconférences, et Michel Neugnot était avec nous, tout en étant dans sa région d'origine, ont été importantes, ont été, je vais dire, presque probantes, ces solutions de déplacement sans mouvement. Et le découplage dont parlait Michel, ce découplage que le livre blanc de 2001 avait mis en avant, eh bien, il s'est en partie opéré, parce que s'il y a eu un effondrement du transport des voyageurs, il y a eu un maintien à un niveau relativement important du trafic du fret. Je crois qu'on est à 60% du trafic normal, c'est-à-dire qu'ici, l'activité n'a pas diminué autant que ce qui s'est passé a diminué. Oui, il n'a pas diminué autant plus exactement, a diminué plus que le transport. Donc, enfin, il y aura vraisemblablement besoin de mesures
contraignantes, ça a été dit, hein. C'est-à-dire que la liberté, il faudra se poser la question des limites de notre liberté de circulation, de déplacement. Ces mesures contraignantes, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être des quotas, hein, qui pourraient être, je dirais, celles des entreprises. Mais regardons ce que font les Suisses pour la traversée routière des Alpes. Ils ont des mesures contraignantes, mais aussi des mesures d'incitation. Les entreprises qui utilisent le train, hein, pour trafiquer leur cargaison ont aussi des bonus pour utiliser la route, hein. Donc, on a ici des choses qu'il faut sûrement étudier. Et puis, bien sûr, politique de contrainte, hein, sur, comment dirais-je, sur les populations. Vous l'avez dit, c'est plus difficile. Il faudrait mieux qu'elles soient acceptée, donc qu'elle soit débattue dans un débat public. Enfin, il y a des politiques d'aménagement du territoire. Politiques d'aménagement du territoire, hein, qui, aujourd'hui, vont poser problème. Il y a quelques mois, nous aurions, pour beaucoup d'entre nous, parlé de la ville dense. Est-ce que aujourd'hui, après le Covid, la ville dense fait autant rêver qu'hier ou qu'avant-hier? Je n'en suis pas convaincu quand on voit le nombre de franciliens qui ont pris la fuite, si je puis dire, pour aller dans leur résidence secondaire, dans la famille, pour télétravailler depuis l'Aquitaine, la Bretagne ou les Alpes, hein. Donc ici, on a des vraies questions à se poser. Alors, je terminerai en vous faisant une proposition. Michel va sûrement s'y associer, hein. Aujourd'hui, les mobilités, j'allais dire, c'est un enjeu qui est en débat. Et avec l'Institut des hautes études d'aménagement du territoire, dont Michel est, comment dirais-je, le directeur pédagogique, hein, ou quelque chose comme ça, hein, et que j'ai le plaisir et l'honneur de présider depuis un peu plus d'un an, nous organisons à la demande de France Mobilité et de la DGITM un cycle sur les mobilités. Ce cycle est passionnant. Vous pouvez, j'ai quelques plaquettes ici, mais on peut trouver sur le site de l'IEDAT le programme et les intervenants. Yves Crozet en est également, hein. Enfin, il n'y a que des gens bien dans ce cycle. Et si vous souhaitez venir réfléchir avec nous sur les mobilités de demain ou envoyer vos collaborateurs le faire, eh bien, vous avez encore une semaine pour vous inscrire. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée et je vous remercie de m'avoir écouté.